Je me tenais dans le salon de la maison que j'avais aidé à sauver 3 fois. Une fois, quand mon père avait subi une opération du dos et n'avait pas pu travailler pendant des mois. Une autre fois, pendant le Covid, quand mes 2 parents avaient perdu la moitié de leur retraite en bourse. Et encore une fois, le printemps dernier, quand la chaudière était tombée en panne juste avant une vague de froid, et que j'avais viré au chauffagiste la totalité du montant avant même qu'il n'appelle pour demander de l'aide. Ce jour-là, je n'étais pas là pour réparer quoi que ce soit, juste pour aider papa à scanner quelques documents pour leur assurance santé. C'était quelque chose que je faisais souvent. Mon père, Gérald, n'avait jamais vraiment compris comment fonctionnait l'imprimante scanner, même après 10 ans. Il disait toujours que j'étais douée avec la technologie, même si je travaille en gestion de projet, pas en informatique, depuis plus de 10 ans. Il avait laissé une pile de documents sur la table de la salle à manger. Je les parcourais rapidement, dossiers médicaux, quelques formulaires de Médicare, 1 ou 2 factures de services publics. Et puis je l'ai vu, une chemise cartonnée couleur crème, épaisse, soigneusement étiquetée de l'écriture de ma mère. Plan de succession copie finale. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. Je le sais. Mais je venais tout juste de payer leur taxe foncière la semaine précédente, 2178,41 $. Et je comptais passer à la pharmacie après, comme toujours, pour aller chercher leur renouvellement de médicaments contre l'hypertension. Alors oui, je l'ai ouverte. À l'intérieur, leur testament, notarié il y a 2 mois. Leur maison, entièrement payée. Leur compte de retraite restant. Une police d'assurance vie. Tout, pour mon frère. Mason Rivers, 29 ans, sans emploi, vivant toujours à la maison. Il avait abandonné la fac 2 fois, passé quelques années à travailler sa musique, ce qui voulait surtout dire qu'il jouait dans le garage et postait des clips qui ne dépassaient jamais les 200 vues. Mes parents disaient toujours qu'il n'avait pas encore trouvé sa voie. Mon nom, Daniel Rivers, apparaissait une seule fois. Nous aimons nos 2 enfants également et leur faisons confiance pour prendre soin l'un de l'autre. C'était tout. Aucune mention des impôts que j'avais payés. Pas une ligne sur les économies que j'avais transférées sans qu'on me le demande. Même pas un merci. Juste une manière polie de dire, tu n'as besoin de rien, et nous ne te devons rien. Je n'ai rien dit tout de suite. Je suis restée là, à regarder la feuille, pendant que le scanner ronronnait en arrière-plan. Mes mains étaient stables. Ma respiration, non. Mon père est revenu avec son café et a dit. Tu avances avec cette pile, Danny? J'ai levé la chemise cartonnée. C'est comme ça, papa, ai-je demandé doucement. Tout pour Mason? Il s'est figé, son café à mi-chemin de ses lèvres. Puis il a soupiré un de ces longs soupirs épuisés qui voulait dire qu'il savait déjà ce que j'avais découvert. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai pas répondu, parce que c'était exactement ce que je croyais. Je ne l'ai pas confronté. Pas tout de suite. Papa est resté là, à tenir son café comme si ça pouvait expliquer quelque chose. Puis il a marmonné. On s'est dit que tu comprendrais. Tu t'en sors bien, Daniel. Tu t'en es toujours bien sorti. C'est ce qu'il disait toujours quand il ne voulait pas expliquer. Tu t'en es toujours bien sorti. Traduction, tu n'as pas le droit de vouloir plus. J'ai laissé la chemise sur la table et je suis sortie pour respirer. La balançoire du porche a légèrement grincé quand je me suis assise. C'est moi qui avais remplacé cette balançoire il y a 2 étés, la même semaine où la rambarde de la terrasse avait cédé et où j'avais payé un entrepreneur pour la réparer, parce que Mason disait qu'il était encore entre 2 salaires. À l'époque, ça ne me dérangeait pas. J'avais été élevée à prendre soin des choses, à me retrousser les manches. J'ai grandi dans cette même maison, partagé une chambre avec Mason jusqu'à mes 13 ans, quand papa a enfin fini d'aménager le sous-sol. Je me souviens encore du jour où nous avons peint les murs en bleu ensemble, papa, Mason et moi. Maman nous avait apporté de la limonade en disant. Regardez notre petite équipe. Quelle équipe? Je suis restée à Nashville après la fac parce que maman disait qu'elle n'arrivait pas à dormir quand j'étais trop loin. J'ai refusé un poste à Boston, même après qu'il m'ait proposé plus d'argent et une promotion plus rapide. Je me suis dit que la famille comptait plus. Ils ne m'ont jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit, ils ne m'ont juste jamais dit que ce n'était pas nécessaire. Il y a eu les petites choses, payer leur assurance auto quand ils étaient à court, leur acheter des courses quand le renouvellement des aides alimentaires était retardé, appeler la compagnie de carte de crédit quand les frais de retard tombaient. Et les grandes choses, comme virer 11 000 $ de mes économies pour qu'ils rattrapent leur crédit immobilier il y a 4 ans. Je l'ai fait sans poser de questions. Je voulais juste qu'ils se sentent en sécurité, à l'abri, sans inquiétude. Et maintenant,
après tout ça, je n'étais qu'une note de bas de page. Je suis restée assise sur cette balançoire du porche, fixant le vieux chêne de l'autre côté de la cour. Mason y avait gravé ses initiales autrefois, MR plus HH, pour une fille de son 2e lycée. Je me demande s'il a jamais contribué à payer l'élagage de cet arbre. Je me demande même s'il sait que ça a coûté $800 l'an dernier, après qu'une tempête l'a presque fendu en deux. Est-ce qu'ils ont seulement pensé à ce que j'ai sacrifié? Pas seulement l'argent, mais la facilité, la tranquillité, la vie que j'aurais pu construire ailleurs. Ou bien m'ont-ils toujours vu comme celle à qui il n'est pas nécessaire de demander, parce que je suis toujours la première à me présenter? Je ne suis pas rentrée à l'intérieur. La balançoire a grincé une fois sous mon poids, puis s'est immobilisée. J'entendais encore le bourdonnement du scanner à travers la porte moustiquaire. Quelques minutes plus tard, maman est sortie. Elle portait ce même gilet bleu pâle qu'elle enfilait toujours quand elle avait quelque chose de lourd à dire, celui de Noël, quand je lui avais offert une carte cadeau et que Mason lui avait donné un CD gravé. Elle avait dit qu'elle aimait les deux. Elle n'a pas d'abord pris place, elle est restée là, debout, à tordre l'ourlet de sa manche. Et Daniel, a-t-elle dit ni trop doucement, ni trop sèchement. Je n'ai pas levé les yeux. Elle s'est assise à côté de moi quand même. On ne voulait pas que tu la prennes comme ça. J'ai hoché la tête une fois. Je n'allais pas remplir le silence à sa place. Elle a expiré, pas vraiment un soupir, juste un relâchement. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. Je n'ai toujours rien dit. Parce que comment appelle-t-on un amour qui oublie votre nom quand ça l'arrange? Elle a posé sa main sur la mienne. Sa peau était chaude, légèrement tremblante. Mason a eu plus de mal. Toi, tu es stable, Dani. Tu l'as toujours été. Stable. Forte. Fiable. Des mots qui semblent gentils jusqu'à ce qu'on réalise qu'ils sont des cages, des étiquettes qui permettent aux autres de prendre sans culpabilité. J'ai retiré ma main. Vous auriez pu me le dire, ai-je dit. Ma voix était basse, posée. Vous auriez pu me demander. Elle a détourné le regard, vers la cour. Et c'est là qu'elle l'a dit, doucement, comme si le dire plus bas rendait la chose plus légère. On a dû se porter caution pour Mason. Il avait besoin d'aide. Le mot est tombé comme une tape, pas un coup. Mais j'ai tout entendu dans la manière dont elle l'a dit. Il ne m'avait pas seulement laissé hors du testament. Il s'était déjà lié à lui avec des chiffres réels, des dettes réelles, un risque réel. Combien, ai-je demandé. Pas de réponse. Maman, combien? Toujours rien. Puis, à voix basse. 35. Je me suis levée. Le vent s'était levé, le vieux carillon au-dessus du porche a tinté une fois, puis s'est tu. Je l'ai regardé, pas en colère, juste fatigué. Vous ne l'avez pas choisi parce qu'il en avait besoin. Vous l'avez choisi parce que vous lui deviez déjà. Ses yeux se sont écarquillés, mais je ne cherchais pas de réponse. Je n'avais simplement pas réalisé que le prix à payer incluait de m'oublier. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas appelé. J'ai juste arrêté. Cette semaine-là, j'ai annulé le virement automatique que j'avais mis en place pour leur facture d'électricité. J'ai supprimé le rappel dans mon calendrier pour renouveler leurs médicaments. J'ai mis en pause le compte de courses qui livrait tous les jeudis à 16h. Rien de dramatique. Pas de grande déclaration. Juste un déplacement silencieux, un vide là où j'existais auparavant. Je pensais qu'ils s'en rendraient compte tout de suite. Mais une semaine est passée, rien. La 2e semaine, j'ai commencé à recevoir les premiers messages. Le texto de papa est arrivé en premier. La facture d'eau est plus élevée ce mois-ci. Peux-tu vérifier le compte? Je n'ai pas répondu. Puis. Maman, on n'a plus des crackers sans sel que tu apportes toujours. Mason. Oublié. Je l'ai laissé non lu. Ils n'étaient pas inquiets. Pas encore. Ils ont juste supposé que j'étais occupée, ou de mauvaise humeur, ou fatiguée par le travail. Peut-être qu'ils pensaient que j'avais besoin d'espace. Peut-être qu'ils pensaient que je reviendrais. Comme toujours. La 3e semaine, le ton a changé. Daniel, a écrit maman. L'échéance de l'hypothèque approche. Peux-tu envoyer ce que tu envoies d'habitude? Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Juste une ligne. Un montant. Un besoin. J'ai fixé le message longtemps. Puis j'ai tapé. Demande à Mason. C'est sa maison maintenant. J'ai appuyé sur envoyer. Je n'ai pas attendu. 5 minutes plus tard, elle a appelé.
J'ai laissé sonner. Un autre message. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il faut qu'on parle. Mais il n'y avait plus rien à dire. Ils avaient fait leur choix. Je vivais enfin comme si ça comptait. Ce soir-là, Mason a envoyé un message. Et Danny, n'en fais pas tout un drame. Aide-les. Comme toujours. Comme toujours. Comme une routine. Comme un réflexe. Comme si je n'étais jamais plus qu'un bruit de fond fiable. J'ai répondu. C'est toi qu'ils ont choisi, Mason. Alors sois ce choix. Il n'a pas répondu. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une demande de virement de maman. 3200 dollars. Le montant exact de l'hypothèque en retard et des pénalités. Pas de message. Pas de note. Juste le chiffre. J'ai refusé. Une minute plus tard, le téléphone a sonné. Encore. Puis ceci. On pourrait perdre la maison si tu ne nous aides pas. Et enfin, de papa. Tu laisserais tes parents devenir sans abri? J'ai failli rire. Ils n'étaient pas sans abri. Ils étaient juste mal à l'aise. Pour la première fois, ils découvraient ce que j'avais porté en silence, sans jamais rien demander. J'ai éteint mon téléphone. Ils ne m'avaient pas perdu quand ils m'ont rayé du testament. Ils m'ont perdu quand ils ont supposé que je continuerais à donner malgré cela. Une semaine de silence est passée après que j'ai refusé leur demande de virement. Pas d'appel. Pas de message. Je ne les avais jamais connus aussi silencieux depuis des années. Et d'une certaine façon, ce silence résonnait plus fort que leurs supplications. J'ai commencé à mieux dormir. À me réveiller sans vérifier mon téléphone. À cuisiner pour moi, et pour personne d'autre. Mais dans ma famille, le silence ne dure jamais. Pas quand il y a des reproches à faire circuler. Le premier signe fut un message vocal de tante Laurie. Elle m'appelait rarement, elle disait toujours qu'elle ne voulait pas se mêler des affaires de famille. Mais ce matin-là, son message disait. Je ne prends pas parti, ma chérie, mais ta mère est morte d'inquiétude. Peut-être que tu devrais leur parler. C'est là que j'ai compris qu'ils avaient commencé à parler aux autres. J'ai vérifié sur Facebook. Ça n'a pas pris longtemps pour trouver. Une photo du perron. Une légende. Nous avons tout donné à nos enfants, mais parfois, donner ne suffit pas. Des dizaines de mentions j'aime. Quelques commentaires compatissants. Un de Mason. Certaines personnes pensent que la famille, c'est une question d'argent. Ils oublient que c'est surtout être présent. J'ai fermé l'application. Pas en colère. Juste vide. Il n'était pas seulement déçu. Il réécrivait l'histoire. Me transformant de gardienne en méchante. Parce que j'avais cessé d'être présente pour qu'il puisse m'utiliser. Le lendemain après-midi, une enveloppe est arrivée à mon appartement. Simple. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, un avis de saisie. Une copie seulement. Pas adressée à moi. Mais je connaissais le numéro de la maison. Je suis restée là un moment. À fixer le papier. Puis je l'ai retourné et j'ai écrit au dos. Peut-être que vous auriez dû la laisser à quelqu'un qui savait la gérer. Je ne l'ai pas envoyée. À la place, j'ai vérifié sur le site du comté. Leur propriété était officiellement à risque. Retard de paiement. Plus aucune marge. Ils avaient brûlé toutes leurs économies. Probablement en essayant de sauver les apparences. Peut-être en espérant que je céderais avant que les choses deviennent sérieuses. Mason avait tout dépensé. Tout l'argent qu'il lui avait laissé pour sa sécurité, pour sa stabilité, pour son avenir envolé. Il fut un temps où je serais intervenu. Appeler la banque. Négocier un délai. Transférer des fonds. Mais maintenant? Je me suis versé un verre d'eau. Je me suis assise à la table de la cuisine. Et j'ai laissé la maison s'effondrer sans moi. Parfois, il n'est pas nécessaire d'allumer l'incendie. Il suffit d'arrêter de porter l'eau. Ça a commencé doucement. Un post vague de maman avec un emoji tournesol. Une photo d'elle et papa souriant sur le perron. Nous les avons élevés avec amour. Nous avons fait de notre mieux. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Pas de nom. Pas d'accusation directe. Mais je savais ce que c'était. Et tous ceux qui nous connaissaient aussi. Tante Trish a commenté. Vous êtes des parents formidables. Vous méritez mieux. Papa a suivi, un jour plus tard. Un poste plus long. Moins subtil. Nous avons tout donné à nos enfants, temps, argent, amour.
Nous pensions les avoir bien élevés. Mais au final, on ne peut pas contrôler ceux qui vous tournent le dos. Il m'a tagué. Pas d'appel, pas de message, juste un post que tout le monde pouvait voir. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé grandir, des dizaines de mentions « j'aime », des amis de la famille qui intervenaient, certains que je n'avais pas vus depuis le lycée. L'un a écrit « Cette génération ne comprend tout simplement pas le sacrifice ». Et puis il y avait Mason. Bien sûr qu'il y avait Mason. Il a partagé le post de papa avec sa propre légende. Certaines personnes ne se soucient que quand elles reçoivent quelque chose. Moi, je donnerais n'importe quoi pour protéger maman et papa. Je suppose que tout le monde ne voit pas la famille de cette façon. Je l'ai lu 2 fois, puis encore une. Le même homme qui n'avait pas payé de loyer depuis des années, qui avait vidé chaque dollar qu'il leur restait, qui avait regardé la maison tomber en ruine, se présentait maintenant en héros. Les commentaires étaient pires. Tu es un si bon fils. Ta sœur devrait avoir honte. Ils lui ont tout donné, elle voulait juste encore plus. Il ne connaissait pas la vérité. Mais il ne la voulait pas non plus. Il voulait une histoire, et ma famille leur en avait donné une. J'aurais peut-être encore gardé le silence, laissé la tempête passer, mais ensuite j'ai vu son oncle Kelly, ma cousine, celle qui m'avait un jour dit « Tu es le ciment de cette famille ». Elle avait liké le post. Laissé un emoji cœur. Pas de commentaire, juste ça. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Peut-être parce que je pensais qu'elle savait mieux. Peut-être parce que je pensais qu'elle me voyait. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis assise dans le noir, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose se briser. Pas bruyamment, pas dans le chaos, juste un déclic silencieux, final. Ils n'étaient pas seulement en train de réécrire l'histoire. Ils étaient en train de m'en effacer. Ils sont venus un jeudi. J'aurais dû m'y attendre. Les textos n'avaient pas marché. Les demandes d'argent avaient été ignorées. La culpabilité était devenue insipide. Alors ils sont venus. La réception a appelé à 10h42. Mademoiselle Rivers, vos parents sont là. Et un homme qui dit être votre frère. Je me suis tenue dans le couloir devant mon bureau, fixant les carreaux du sol pendant qu'elle continuait de parler. Ils demandent à monter. Ils disent que c'est urgent. J'ai pris une lente inspiration. Et dites-leur, s'il vous plaît, que je ne suis pas disponible. Et qu'ils ne sont pas attendus. Un silence. Ils disent qu'ils vont attendre. J'ai hoché la tête, même si personne ne pouvait le voir, puis je les ai laissés faire. 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un texto de maman. Nous sommes en bas. Ouvre la porte. Un autre. Nous ne partirons pas tant que nous ne t'aurons pas parlé. Je ne me suis pas précipitée. J'ai terminé la réunion dans laquelle j'étais, répondu à 2 mails, puis je suis descendue. Ils étaient à l'entrée de l'immeuble, debout trop près les uns des autres, comme s'ils avaient répété la scène. Papa se tenait raide, comme s'il retenait une leçon. Maman serrait son sac des 2 mains, les yeux fouillant les alentours. Mason avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Ils se sont tous tournés quand je suis passé la porte. Personne n'a parlé tout de suite. Je suis restée là où j'étais, les bras croisés, calme. Et Daniel, a dit maman, sa voix déjà tendue, il faut qu'on parle. Je la regardai, puis au-delà d'elle. La rue était silencieuse. Une camionnette de livraison passa au loin dans un grondement sourd. Je ne répondis pas. Papa s'éclaircit la gorge. Tu laisserais vraiment la maison se perdre à cause de ça? Je laissai les mots flotter. Puis, vous pensiez vraiment que je ne le ferais pas? Il ouvrit la bouche, mais je le coupai. Vous m'avez laissé de côté. Vous avez tout donné à Mason. Et maintenant vous êtes là, à demander le même soutien que j'ai offert pendant des années sans jamais poser de questions. Personne ne répondit. Maman fit un pas en avant, sa voix plus douce maintenant. On pensait que tu comprendrais, tu as toujours été forte. Je hochai la tête. Vous avez utilisé ça comme excuse pour m'oublier. Mason marmonna enfin quelque chose, je n'en saisis pas tout, une phrase sur le fait qu'il n'avait rien demandé de tout ça. Mais tu l'as pris, dis-je. Il détourna le regard. Les mains de papa étaient maintenant sur ses hanches, impatient. On t'a nourri, élevé. Tu nous dois quelque chose. Je faillis rire. Cette dette, je l'ai payée. Tous les mois, chaque année. Et vous m'avez effacé quand même. La lèvre de maman trembla. On ne voulait pas te blesser. Je fis un pas de plus.
Alors pourquoi avoir attendu que je disparaisse pour réaliser que c'était moi qui tenais tout ça debout? Ils ne dirent rien. Mason tendit la main vers la porte. Je levai la mienne. Non. Vous ne montez pas. Vous n'entrez pas. Je ne serai pas votre solution cette fois. Pas de cris. Pas de scène. Juste de l'immobilité. Ils restèrent là, 3 personnes qui, autrefois, se disaient ma famille. Et moi? J'en avais fini d'essayer d'être vu par des gens qui ne regardaient que quand ils avaient besoin de quelque chose. Ils ne m'avaient pas perdu quand ils avaient changé le testament. Ils m'avaient perdu quand ils avaient cru que je ne partirais jamais. Je n'ai pas bloqué leur numéro. Je n'en avais pas besoin. Le silence que je leur ai donné était plus fort que tout ce qu'ils auraient pu crier en retour. Ils ont envoyé des messages pendant un moment. Maman a tenté des mots doux. Papa est devenu plus froid, accusateur, exigeant. Mason est resté presque silencieux. Juste un dernier message. Tu crois que ça te rend meilleur? De partir comme ça? Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, je suis sorti marcher sans but, juste en mouvement. Mon chemin, sans même y penser, a fini par me ramener dans le quartier où j'ai grandi. La vieille rue était la même, trottoir fissuré, une clôture à moitié peinte. Mais la maison. Un panneau à vendre sur la pelouse. Des volets délavés. L'herbe mourante. Je suis resté sur le trottoir à la regarder. La lumière du porche était éteinte. La balançoire que j'avais réparée avait disparu. Le carillon suspendu aussi. Je ne me suis pas approché. Je n'avais pas besoin de voir l'intérieur pour savoir ce qui s'était effondré. Cette maison ne m'a jamais gardé. C'est moi qui l'ai gardée. Et maintenant, c'était le problème de quelqu'un d'autre. Alors que je me retournais pour partir, mon téléphone a vibré dans ma poche. Une fois. Puis encore. Je ne l'ai pas regardé. Je savais déjà quel nom s'afficherait à l'écran. Je l'ai laissé vibrer, puis s'arrêter. Puis vibrer encore. J'ai sorti le téléphone et regardé. Appel manqué, maman. Appel manqué, papa. Et ensuite message vocal, nouveau. J'ai mis le téléphone en silencieux, puis je l'ai glissé dans la poche de mon manteau. Pas besoin d'écouter le message. Je savais déjà ce qu'il dirait. Je suis rentrée chez moi dans l'air froid et lent d'un après-midi de fin d'automne. Pas en colère. Pas triomphante. Juste libre. Je n'ai jamais été leur plan de secours. Ils aimaient juste faire semblant que je ne partirais jamais. S'ils ont compté un jour sur votre silence mais qu'ils ont oublié votre nom. Laissez juste une icône en forme de cœur. Certains d'entre nous n'ont jamais élevé la voix. Mais nous n'avons jamais disparu.